Léonard de Vinci représente tout ce qui aurait pu exister plus tôt s'il n'y avait pas eu l'Inquisition et l'Église qui empêchaient de sortir du dogme. Léonard de Vinci aurait pu voler avec les modèles d'avions qu'il a construits, mais il savait très bien qu'il serait torturé et brûlé par l'Église s'il le faisait. Par conséquent, il est resté dans le côté artistique. Mais on aurait pu voler il y a 500 ans. Vous vous rendez compte les obstacles qu'il y a au développement humain, simplement à cause des dogmes et des certitudes anciennes dont il faudrait pouvoir se libérer. Bertrand Piccard, bonjour. Alors on m'avait dit que vous étiez une star. J'ai l'impression que c'est vrai. Qu'est-ce que vous appelez une star ? C'est-à-dire que vous êtes assailli par les questions, par vos fans, par les gens. C'est très difficile de vous atteindre finalement. C'est-à-dire que j'aime bien partager toutes mes expériences, tout ce que je connais avec les autres. J'apprends plein de choses des autres, j'essaie de partager ce que j'ai fait, et puis de tout ça, il ressort des nouvelles idées. Alors est-ce qu'effectivement, un explorateur, ça fait rêver aussi ? Un explorateur, ça fait rêver ceux qui sont conscients de la petite étincelle d'aventure qu'ils ont en eux. Et puis ça fait parfois un peu peur à tous ceux qui ont enseveli leur désir d'exploration sous des tonnes de certitudes et de dogmes. Absolument. Alors, à vous écouter aujourd'hui pendant la conférence que vous venez de donner à l'Hôtel de Paris, j'ai eu l'impression que vous étiez le nouveau Sénèque, apprendre à vivre. Alors, j'ai beaucoup appris du stoïcisme. Vous savez, cette magnifique phrase qui dit qu'il faut changer ce qu'on peut changer, accepter ce qu'on ne peut pas changer et avoir la sagesse de comprendre la différence entre les deux. Je crois que le stoïcisme est une des philosophies qui m'a inspiré. Il y en a encore beaucoup d'autres. Le taoïsme est pour moi aussi quelque chose de très intéressant. Le taoïsme qui essaye de retrouver l'unicité à travers la confrontation des extrêmes. Alors ce qui est très intéressant dans votre parcours, dans votre personnalité, c'est effectivement cette double casquette de psychiatre et d'explorateur. Vous êtes d'une famille d'explorateurs au départ. J'ai d'ailleurs appris aujourd'hui même que le père de votre grand-père avait installé le premier téléphone en Suisse. D'ailleurs, racontez-nous cette anecdote qui est assez drôle. Et ça montre bien à quel point il faut apprendre à changer les paradigmes. Quand mon grand-père a installé ce premier téléphone en Suisse, ses collègues qui étaient professeurs d'université comme lui ont dit que ça n'avait aucun avenir. Pourquoi ? Parce que le paradigme de l'époque, c'était qu'il aurait fallu tirer un fil entre chaque maison et chaque maison de la planète, ce qui fait des milliards de câbles. Et on verrait même pas le ciel. Et le paradigme qui a changé, c'est l'invention de la centrale téléphonique, où il n'y a plus qu'un seul câble qui arrive, et puis au début un opérateur et maintenant automatiquement qui connecte les gens. Donc on voit que tout ce qui est considéré comme impossible ne l'est que parce qu'on n'arrive pas à penser autrement que ce qu'on pense au moment même. C'est ce fameux changement d'altitude que vous prodiguez en tout domaine, qu'il soit psychique ou aérien ou intellectuel. Et politique. On en a bien besoin. Non, mais le changement d'altitude, c'est quoi ? C'est comme dans le ballon. Quand on change d'altitude, on trouve d'autres courants qui ont d'autres directions. Et par conséquent, à partir du moment où on se remet en question, où on lâche le lest de nos certitudes, on est beaucoup plus ouvert à toutes les options qui s'offrent à nous. Et ensuite, on choisit celle qui nous amène dans la bonne direction. Alors vous êtes donc, je le disais, d'une famille d'explorateurs, d'aventuriers, de chercheurs d'une certaine manière, votre grand-père, votre père, et finalement vous avez démarré, vous, par la psychiatrie au départ. Alors est-ce que c'était aussi une façon de sortir de la route familiale, justement, ce fameux pas de côté ? Et je pense que ça ne sert à rien de reproduire ce qui a déjà été fait dans le passé. Moi j'ai appris de ma mère l'intérêt pour la spiritualité, et de mon père, le goût pour l'exploration. Et en combinant les deux, je suis devenu psychiatre pour explorer le monde intérieur de l'être humain et voir comment comprendre que certaines personnes réussissent et d'autres ratent, certaines s'épanouissent et d'autres dépriment. Savoir en fait ce qu'on doit faire de notre capital psychique et spirituel. Alors justement, vous pratiquez beaucoup l'hypnose. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'hypnose, et précisément dans votre métier d'explorateur aussi ? Alors, ça m'amène une capacité de concentration et de conscience de l'instant présent, la conscience de vivre l'instant dans son corps.
Ça, je trouve fondamental parce qu'ensuite, ça s'utilise pour tout ce qu'on veut. Moi, je l'utilisais comme adolescent pour préparer mes examens à l'école, ensuite à l'université, ensuite pour préparer mes missions de vol, pour pouvoir dormir quand je suis fatigué ou pouvoir rester réveillé quand je n'ai pas le droit de dormir. Donc, c'est juste une manière d'être plus en contact avec soi-même pour mieux utiliser ses ressources intérieures. Alors, est-ce que vous continuez à exercer le métier de psychiatre ? Pas dans un cabinet, parce que j'ai trop de voyages, mais j'ai l'impression que quand je parle de protection de l'environnement, c'est comme le psychiatre qui voit que l'humanité est addicte, qui est toxicomane aux énergies fossiles, et j'essaye d'amener des thérapies pour sevrer cette dépendance aux énergies fossiles, et cette thérapie, ça s'appelle les clean tech et les énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard que deux Suisses, vous et Don Jean, veniez du corps médical, puisque lui-même était ambulancier. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on se préoccupe de la qualité de vie, de la santé, de l'épanouissement de l'être humain. Cynthia Fleury aussi, qui nous a rejoint, qui elle-même est psychanalyste. Donc il y a comme un lien entre l'homme et puis finalement son environnement qui est incarné par vous. Mais je crois que quand on entre dans le domaine de la santé, dans le domaine médical ou psychologique, peut-être qu'on est en contact avec quelque chose qui est essentiel chez l'être humain. Et beaucoup plus essentiel que toute la mousse qu'on fait avec la consommation, le matérialisme, etc. On voit bien que finalement, la seule chose qui rend véritablement heureux, c'est l'équilibre intérieur, c'est la capacité de prendre des risques pour réaliser ses rêves. Il y avait une magnifique phrase, je ne sais plus si c'est Brel ou si c'était Barbara, qui disait qu'il y a tant d'êtres humains qui sont handicapés de leurs rêves non réalisés. Il faut sortir de cette peur de réaliser ses rêves et essayer de laisser fleurir cette étincelle d'évasion qu'on a dans le cœur. Absolument. En tous les cas, vous l'avez communiqué aujourd'hui. Donc, vous me disiez que vous êtes un habitué finalement du Sud. C'est en tous les cas une première, ces Journées internationales de la mobilité durable. Qu'en avez-vous pensé depuis le début ? J'ai vu beaucoup de réunions comme celle-ci qui sont initiées par des groupements écologiques. Moi, ce que je trouve très particulier, c'est pour ça que je trouve remarquable cette initiative ici, c'est pour ça que je suis venu, c'est initié par le maire d'une ville. Donc c'est initié par le pouvoir politique. Ça montre que dans le monde politique, il y a aussi des pionniers et ça j'adore. Absolument. Alors justement, vous étiez au G7 il y a quelques semaines. Comment ça s'est passé pour vous là-bas ? Emmanuel Macron m'a demandé d'aborder certains sujets avec les chefs d'État. Alors c'est intéressant parce que vous entrez dans une salle qui n'est pas très grande finalement, il y a une table ronde, tous les chefs d'État sont assis autour de la table ronde. Il y a un ou deux sièges libres et vous venez, vous asseyez sur le siège libre et vous commencez à leur parler. Ils vous parlent et vous échangez avec eux comme si c'était des humains normaux, alors qu'en fait, c'est eux qui dirigent le monde. C'est ça. Alors, Bertrand Piccard, donc vous avez fait 2 exploits de tour du monde, l'un avec le ballon, qui visiblement vous a beaucoup enseigné, ensuite avec Solar Impulse. Maintenant, votre fondation porte 1000 projets novateurs pour la planète. C'est votre nouveau cheval de bataille, si je puis dire, une nouvelle passion. Qu'est-ce que vous découvrez de passionnant ? Qu'est-ce que vous fédérez par cette fondation ? Je découvre qu'il y a dans le monde entier bien assez de solutions pour répondre à tous les problèmes actuels, mais que ces solutions ne sont pas connues. Elles sont beaucoup dans des petites start-up qui sont complètement négligées et qui n'ont pas de quoi se faire connaître, ou alors dans des grandes entreprises, mais on croit que c'est du marketing et de la pub et ce n'est pas pris au sérieux. Et moi, ce que je fais, c'est d'expertiser ces solutions auprès d'un pool d'experts indépendants sous l'angle de leur crédibilité technologique, de leur rentabilité économique et de leur capacité à protéger l'environnement. Ensuite, on met un label, Solar Impulse Efficient Solution, et le but est d'avoir ce portfolio de 1000 solutions. Maintenant, on en a 230 déjà. Le but est d'en avoir 1000 pour les amener aux chefs d'État et leur montrer quels sont les outils qui existent pour atteindre leurs buts environnementaux. Très bien. Alors Bertrand Piccard, dernière question. Je crois que vous êtes le père de 3 filles. Est-ce qu'il y a de la graine d'exploratrice chez vous ? Est-ce qu'il y a une petite Dora ? Vous savez, l'exploration, c'est un état d'esprit. Ça se manifeste dans toute la vie de tous les jours, dans toute la manière d'être, la manière de faire, etc. Alors, elles sont indiscutablement d'une liberté de pensée totale dans tout ce qu'elles font, et ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, elles ne sont pas dans le monde aéronautique, et heureusement, parce que si elles se mettaient à faire des avions solaires comme leur papa, il n'y aurait rien de nouveau, elles feraient que de reproduire ce qui a déjà été fait. Merci beaucoup, et j'espère à l'année prochaine. À coup sûr. Au revoir. Merci.